Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la haute sensibilité, qu'on peut appeler aussi haut potentiel sensible ou ultra-sensibilité. Mais déjà, qu'est-ce que la sensibilité? Si l'on prend différentes définitions des dictionnaires, on va trouver la faculté d'être vivant, c'est important, la faculté d'être vivant, de se sentir vivant, l'aptitude à réagir, à percevoir, à détecter. On se rend compte que chaque être humain naît sensible et que les sensibilités évoluent en fonction de l'âge et des époques, et aussi en fonction des éducations, en fonction des histoires de vie, que tous les enfants sont extrêmement sensibles au moins jusqu'à 7 ans, que nous avons donc la possibilité de développer ou d'étouffer notre sensibilité. C'est un choix plus ou moins conscient qui peut évoluer en fonction de nos prises de conscience, mais nous avons toujours la possibilité d'étouffer ou de développer notre sensibilité. Ce qui là encore pose la question de l'éducation que nous souhaitons donner aux enfants pour les générations à venir. Est-ce que nous voulons des générations sensibles ou insensibles? Des générations où nous sommes à l'aise avec notre sensibilité et nous pouvons l'exprimer, ou des générations de personnes qui sont des robots. Donc quel est le modèle de société qui sous-tend nos relations avec les autres et l'éducation que nous donnons aux enfants et aux adolescents? Les ressentis vont être particulièrement liés à nos sensations physiques, que ce soit le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, la vue, mais aussi ce qu'on appelle la kinesthésie, c'est-à-dire la façon dont nous nous sentons dans notre corps, dont nous sentons les mini-mouvements, les micro-mouvements dans notre corps, ou notre équilibre, notre façon de nous tenir, la posture, toutes les postures qui mobilisent notre sens de l'équilibre, et enfin les mouvements du corps, quand nous mettons notre corps en mouvement, quand nous bougeons. Les synesthésies aussi sont très importantes, c'est ce qu'on appelle les correspondances d'une sensation à l'autre, ou d'une émotion à l'autre, ou d'une sensation vers une émotion, et de nos émotions vers nos sensations. Je rappelle simplement, comme je l'ai dit dans une autre vidéo il y a quelque temps, que chaque émotion est un signal, c'est une information que nous pouvons accueillir, identifier, essayer de comprendre. C'est pour ça que c'est important d'écouter nos intuitions, et d'écouter nos émotions, pardon, je vais venir aux intuitions plus tard, d'écouter nos émotions, de les interroger et de chercher le besoin qui est sous-jacent à nos émotions pour pouvoir y répondre autant que nous pouvons le faire. Notre liberté sensible, c'est la possibilité, la capacité d'exprimer et de vivre nos sentiments. Et notre sensibilité est aussi liée à nos intuitions. Et nous avons toutes et tous des intuitions. Ce qui compte, c'est de pouvoir les écouter et suivre les pistes qu'elles nous proposent. La sensibilité élevée a une longue histoire. C'est très important. Ça ne date pas de la fin du XXe siècle. La sensibilité a une très longue histoire. Ça a commencé, en tout cas dans les écrits qu'on peut retrouver, avec Arrêté de Cappadoce, un médecin grec qui, au IIIe siècle, parle déjà d'une constitution sensible. On a commencé à parler d'hypersensibilité. Hypersensibilité, c'est un terme médical. On a commencé à parler d'hypersensibilité au XVIIIe siècle, et notamment avec la création de l'homéopathie par le docteur Samuel Hahnemann en Allemagne, puis en France, puisqu'il est venu s'installer à Paris. Au XIXe siècle et au XXe siècle, on parle aussi de personnalités sensitives. Par exemple, Alfred de Vigny, qui dit « J'étais né doué d'une sensibilité très vive, je pleurais, je versais des fleuves de larmes, par amitié, par sympathie, pour une froideur de ma mère, un chagrin d'un ami, je me prenais à tout, et partout j'étais repoussé, je me refermais comme une sensitive. » Il a écrit ça dans son journal d'un poète, qui a été publié en 1833, donc au début du XIXe siècle. Le docteur Antoine Nebel à Lausanne, qui est aussi homéopathe, va parler d'une diathèse, d'un tempérament, d'un terrain homéopathique particulier qu'il appelle la diathèse tuberculinique, et dont il parle de façon publique à partir de 1927. Et on va retrouver dans cette diathèse tuberculinique énormément de caractéristiques de la sensibilité élevée. Il y a aussi le psychiatre polonais
Kazimierz Dabrowski, qui parle de surexcitabilité, de sensibilité accrue, qu'elle soit psychomotrice, sensorielle, imaginative, intellectuelle et émotionnelle. Et on a déjà chez Dabrowski les premières descriptions de la sensibilité élevée, les premières descriptions détaillées de la sensibilité élevée. J'ai repéré aussi dans les chansons, il y en a beaucoup qui parlent de sensibilité et de sensibilité très forte, mais une chanson qui est peu connue de Jacques Brel qui s'appelle Les Timides et qui est sortie en 1964. Un psychiatre allemand aussi, Ernst Kretschmer, je ne sais pas comment on prononce, qui dès 1918 met en évidence la haute sensibilité en décrivant ce qu'il appelle la personnalité sensitive, qui était déjà utilisée par les poètes et les écrivains, ou dans les conversations courantes au XIXe siècle. Et là, au XXe siècle, un psychiatre décrit cette personnalité sensitive avec certaines caractéristiques comme la sensibilité et la susceptibilité exacerbée, une grande vulnérabilité dans les relations avec les autres, un sens élevé des valeurs morales, le perfectionnisme, la haute estime de soi qui peuvent déboucher sur la croyance de ne pas être reconnu à sa juste valeur ou de ne pas être à la hauteur. On parle de difficultés par rapport à ces légitimités aujourd'hui. Ce sont des personnes qui peuvent se dire timides ou hésitantes ou doutant d'elles-mêmes. Leur déception active une tendance de fond à l'autocritique. Elles vivent mal leurs échecs, elles sont très fatigables et peuvent se replier sur elles-mêmes. On a là tout le tableau de la haute sensibilité déjà en 1918. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui avec les recherches de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle? C'est que ce tempérament hautement sensible, je rappelle que la sensibilité élevée, la haute sensibilité, c'est un tempérament, c'est une nature profonde, ça n'est certainement pas une pathologie ou un trouble, ce n'est pas une maladie, donc pas de diagnostic et pas de traitement. Ce tempérament hautement sensible concerne 31% de la population d'après une étude anglo-saxonne de 1918 qui a été réalisée sur un échantillon de plus de 900 personnes. Il y a une autre étude qui concerne les enfants de 11 à 15 ans ou les préadolescents et qui confirme ce chiffre d'à peu près 31% de la population. Dans une enquête que nous avons menée en 2019 à l'Observatoire de la sensibilité, nous nous sommes rendus compte que la moitié des personnes se connaissant comme étant hautement sensibles vivent bien leur sensibilité élevée. On les a appelés à l'époque les ultrasensibles pour les différencier et parce que le terme ultra est valorisant. En tout cas, ce sont des personnes hautement sensibles qui vivent bien leur sensibilité et qu'on peut, si on veut, appeler les ultrasensibles, mais on verra que ce terme peut être utilisé en général pour parler de la sensibilité élevée. Il se dessine de plus en plus, et ce matin j'étais encore dans une interview avec une journaliste, un consensus francophone autour de l'appellation de haute sensibilité ou de personnes hautement sensibles. Cette journaliste, et la semaine dernière c'était une coach qui en parlait avec moi, ces personnes me disent je préfère parler de haute sensibilité plutôt que d'hypersensibilité, on y reviendra. Et chose importante, il y a autant d'introvertis que d'extravertis et même de tempéraments mixtes, c'est-à-dire d'ambivertis, dans la grande famille des personnes hautement sensibles, à peu près un tiers d'introvertis, un petit tiers d'extravertis et un gros tiers de tempéraments mixtes qui sont introvertis dans des circonstances inconnues ou des environnements difficiles et qui peuvent être extravertis avec des personnes qu'elles connaissent et des environnements favorables. La sensibilité élevée est donc une sensibilité supérieure à la moyenne, tout simplement. C'est ça sa définition, une sensibilité supérieure à la moyenne. Dans un continuum, il n'y a pas de rupture entre les personnes moyennement sensibles et les personnes hautement sensibles. C'est une question de degré, ça continue. Sauf que cette sensibilité est plus intense, elle est plus marquée, elle est plus forte. Chez les personnes hautement sensibles, le seuil de détection des stimuli est plus bas, et au niveau du cerveau, ça vient d'une suractivation de l'amygdale, de l'amygdale et du cortex singulaire antérieur, l'amygdale qui est le centre d'alerte par rapport au risque et au danger, le cortex singulaire antérieur qui est le centre de la douleur. En revanche, et pardon pour mon lapsus, en revanche le thalamus, lui, qui est le centre de tri, le centre de sélection des informations dans le cerveau, est en sous-activité. L'intensité affective et subjective est plus développée. Ça, c'est au niveau du cortex préfrontal, de l'insula et des neurones miroirs qui sont en suractivité.
et avec la possibilité d'une compassion plus développée aussi chez les personnes hautement sensibles. Faisons attention à ne pas interpréter trop en dehors de la réalité nos ressentis. C'est une des tendances possibles chez les personnes hautement sensibles, d'avoir des ressentis très forts, mais aussi de les interpréter d'une façon qui pourrait être défavorable à la relation ou même défavorable à eux-mêmes. Une grande caractéristique, c'est la fatigabilité, la réactivité au stress, et on peut être auto-centré ou se sentir rejeté. Il y a des personnes hautement sensibles qui sont caractérisées par ce repli sur soi ou cette tendance à se sentir rejeté, ce qui a pu être le cas dans l'enfance, l'adolescence et dans l'âge adulte, bien sûr, dans la réalité. Les 5 caractéristiques scientifiques de la haute sensibilité, dont les 4 premières ont été définies par Hélène Aron et son mari Arthur Aron, sont la première caractéristique, qui est la définition de la haute sensibilité, le traitement sensoriel approfondi des informations, avec donc un grand sens de l'observation et un grand sens du détail qui fait qu'on peut décortiquer, être très méticuleux, peser le pour et le contre avant de choisir, et ça peut mener à la perfection, au perfectionnisme, à la recherche de la perfection, donc au perfectionnisme. Cette première caractéristique, traitement sensoriel approfondi des informations, débouche sur une deuxième caractéristique qui est l'hyperstimulation au niveau sensoriel, puis au niveau émotionnel et cognitif. Les bruits, les lumières, les odeurs, les goûts, certaines textures ou textiles vont être difficiles à supporter, voire devenir insupportables. La troisième caractéristique concerne les émotions. Les émotions sont plus fortes, elles durent plus longtemps, elles sont amplifiées, elles sont aussi plus variées, elles peuvent être déroutantes et, autre caractéristique, les personnes hautement sensibles se sentent poreuses, se sentent des éponges émotionnelles, c'est-à-dire qu'elles reçoivent les émotions des groupes dans lesquels elles entrent ou des personnes avec lesquelles elles sont en relation. Tout cela amène à une saturation, un trop-plein, une surcharge affective qui va demander de faire des pauses régulièrement. Quatrième caractéristique, c'est la perception des nuances et des subtilités, notamment au niveau de l'intonation de la voix, des expressions non verbales, des gestes, des postures, des regards, etc., qui peuvent provoquer des questionnements sur ce qu'a voulu dire l'autre, surtout s'il y a un décalage entre la communication verbale et la communication non verbale. Enfin, la cinquième caractéristique a été découverte par le pédiatre américain Thomas Boyce et confirmée par le biologiste britannique Michael Plus. Elle s'appelle la susceptibilité différentielle, mais on préfère parler de sensibilité avantageuse. Prenons l'exemple d'un enfant. Un enfant hautement sensible va bénéficier d'une bonne qualité de soins et il en profite beaucoup plus qu'un autre enfant. Donc plus les adultes dispensent de bonnes pratiques éducatives, bienveillantes, bienfaisantes, plus sa haute sensibilité devient un atout, et vice-versa. C'est-à-dire que dans un environnement moins favorable, l'enfant va être beaucoup plus impacté par la difficulté de cet environnement. Il va être malade plus longtemps, se blesser plus souvent, être maladroit, avoir de moins bons résultats scolaires, peut devenir le bouc émissaire de sa classe, avoir de moins bonnes relations et développer parfois des tendances à l'anxiété, voire à la dépression ou aux idées suicidaires. Mais retenons le côté favorable de cette sensibilité avantageuse, c'est que la personne hautement sensible prospère et s'épanouit lorsqu'elle évolue dans un environnement qui l'accueille, l'écoute, la respecte, prend soin d'elle et la reconnaît pour qui elle est. Cette sensibilité avantageuse va donc nous mener à plus de curiosité, de motivation, d'enthousiasme, de goût pour des activités complexes et originales, de l'intuition, de l'innovation, de la créativité, une vision globale qu'on peut appeler en arborescence, parfois de la clairvoyance ou de l'hyperconscience, on peut dire de l'ultraconscience, le fait d'être plus conscient que la moyenne, une grande écoute, beaucoup de réceptivité, de compassion et une grande sociabilité. On choisit nos amis et cela nous rend plus épanouis que la moyenne. Voilà pour aujourd'hui ces caractéristiques. Peut-être finir sur les termes. Donc on parle de haute sensibilité ou de haut potentiel sensible. En France, malheureusement, du fait des traductions et des réseaux sociaux et des algorithmes, certains continuent à parler beaucoup d'hypersensibilité. Sachez que c'est un terme médical
qui signifie les intolérances, les allergies, qui peut être pris aussi pour la spasmophilie, qui va être utilisé à la suite de chocs ou de traumatismes, et qui peut donner des tendances à se victimiser ou se focaliser sur ses souffrances, à être dans la susceptibilité ou la plainte, et donc sont souvent des personnes qui sont dans un environnement stressant. En revanche, le terme ultrasensible ou ultrasensibilité a été utilisé dès le XIXe siècle par des artistes, notamment Baudelaire, et il insiste sur les bons côtés de la sensibilité élevée, l'intuition, la spontanéité, la compassion, l'enthousiasme, la créativité, l'originalité, mais aussi la souplesse, l'indulgence envers soi-même et envers les autres. Et ce sont des personnes hautement sensibles qui ont trouvé ou se sont créés un cocon, un environnement porteur. Donc que faire pour bien vivre sa sensibilité élevée? Se créer donc ce cocon bienfaisant, cet environnement favorable. Au travail, peut-être choisir un métier qui nous permet d'exprimer notre sensibilité, ou le télétravail, une entreprise libérée, ou travailler à son compte. Choisir ses amis, choisir aussi la personne que l'on aime pour la relation amoureuse, de bien préciser ses conditions de vie, d'affirmer ses limites, de ne pas en faire trop, de se reposer régulièrement. D'évaluer sa charge affective pour savoir si on a besoin d'une forme de régulation ou d'une autre, trouver les aliments qui nous conviennent, éviter les stimulants, bien dormir, essayer d'être en contact avec la nature, avec les animaux, et trouver une harmonie entre sensibilité et intelligence, savoir exprimer ses émotions. On peut aussi utiliser la communication non violente qui fonctionne en 4 étapes. Je constate ce qui se passe dans la réalité de cette relation, voilà ce que je ressens. Je repère mon besoin et je l'exprime, et je pose une demande qui bien sûr peut être refusée, mais au moins j'ai été clair dans mon observation, mes ressentis, mon besoin et ma demande. Voilà, j'espère que tous ces repères vont vous permettre de mieux comprendre votre sensibilité élevée ou la sensibilité élevée d'une personne de votre entourage. Si vous avez le souhait de communiquer un témoignage, une idée qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire en commentaire ou poser une question à laquelle je répondrai dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.